Bonjour à tous, je suis Larbili Ferki, je suis le président de Parcours 59. Euh, je vais brièvement présenter l'association. Parcours 59, on existe depuis 2005. À la base, c'était un groupe d'amis qui aimait crapahuter dans les rues de Roubaix euh, et de 16 à 19 ans, des jeunes qui cherchaient aussi. Et, euh, et au fur et à mesure, la structure a grandi. Et en 2009, l'association s'est créée. En 2012, la structure a pris vraiment un axe très fort autour du sociosport. Et aujourd'hui, Parcours 59, c'est de l'activité pour tous autour du parcours, du freerun, du chase tag et des disciplines urbaines, d'autres disciplines urbaines. C'est de 3 ans jusqu'à 77 ans. Enfin, il n'y a même pas d'âge. C'est des créneaux toute la semaine. C'est aussi des créneaux libres de partage et d'entraînement. Il y a également aujourd'hui de la compétition autour du chase tag, autour du parcours, du freerun. Ça, c'est vraiment l'axe sportif. Euh, Parcours 59 a vraiment développé la partie socio-sport autour de plusieurs axes, l'éducation par les sports urbains, l'insertion professionnelle par les sports urbains et l'inclusion également par les sports urbains. Et c'est l'un des thèmes qu'on compte évoquer aujourd'hui. On est situé dans un tiers-lieu, dans un site qu'on appelle la Friche, qui est notre base arrière, qui fait 1600 mètres carrés et qui nous permet de mettre en place l'ensemble de nos activités. On est présent également à Lille. On appuie également une antenne à Saint-Raphaël, un petit clin d'œil à Victorien Delobel. Et on a pu mener des actions sur l'ensemble du département et de la région, et voire même ailleurs en France. Euh, je remercie toute l'équipe qui a organisé cela, notamment Justine. Je remercie euh, Alexandre, Jonathan, les deux Kevin pour le travail mené autour de ce webinaire. Et bien évidemment, je remercie de votre présence à chacun et surtout de la présence des intervenants. Justine qui est éducatrice spécialisée avec Nouridine, elle est présente aujourd'hui, et ainsi que Axel de l'UFOLEP. Euh, ce sujet Access Parcours, tout à l'heure il y aura une présentation autour de ce dispositif d'inclusion par le sport, mais sachez que c'est un sujet qui nous tient très à cœur, car on est convaincu que l'utilisation du parcours, aussi bien sur le plan physique que sur le caractère psychosocial de cette activité, permet en fait aux bénéficiaires de, d'améliorer leur quotidien. Et avec vous, on souhaite continuer à faire grandir cela, mais aussi donner des idées à d'autres, donner la volonté à d'autres de développer l'inclusion par le sport à destination des personnes qui portent un handicap. Je tiens aussi, j'ai oublié de le dire, je remercie également Hugo qui est présent et qui a aidé à l'organisation. Un grand merci Hugo. Euh, Justine, je pense que tu peux donner quelques points préalables à l'organisation de ce webinaire qui permettra de faire en sorte que tout roule comme il faut. Merci à tous. Oui, bonjour à tous et à toutes, pardon. Merci en tout cas, je répète ce que Lardy a déjà dit, mais merci pour votre participation. Effectivement, les petits points clés pour que le webinaire se passe bien. Donc là, on a rendez-vous pour à peu près 1 heure d'échange sur le thème donc, de l'accès parcours et puis de manière générale l'inclusion par le sport. Donc, je vais juste vous demander de vous assurer de bien éteindre vos micros pour les personnes qui participent à ce webinaire et pour les personnes qui sont
intervenante, enfin au moment où vous allez intervenir, donc de bien réenclencher votre micro à ce moment-là. Pour tout ce qui est question pendant ces échanges, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire. Donc vous avez un petit onglet commentaires, conversation. Donc n'hésitez pas à les indiquer à cet endroit-là. Comme ça, on pourra les lire, y prendre connaissance, et puis on les abordera à la fin des échanges. Donc ne vous inquiétez pas, il y a un temps qui est prévu là-dessus. Après, le reste de la présentation, je vais la laisser à Jonathan et Hugo, qui connaissent encore mieux le sujet que moi. Ça marche. D'abord, on va peut-être se présenter. Je ne sais pas si on m'entend bien. Vous m'entendez bien? Oui, on a fait le test micro, tout va bien. Tu peux y aller. Parfait. Alors, moi, je vais d'abord me présenter, après je vais laisser la main à Jonathan. Moi, c'est Hugo Tugru, je suis étudiant en master prévention rééducation santé à la fac de Liévin. Donc, je suis en master 2 actuellement. Et du coup, en fait, je suis ici chargé de répondre à cette problématique qui est l'inclusion dans le sport via le parcours. Et du coup, j'ai collaborer avec Jonathan et son expérience de terrain pour pouvoir créer au mieux un outil de partage pour cette inclusion par le sport. Voilà, donc je vais laisser Jonathan parler. Merci Hugo. Eh bien, bonjour à toutes et à tous aussi. Merci d'être présent déjà pour assister à ce webinaire. Donc, moi, je m'appelle Jonathan Descamps, je suis éducateur sportif, du coup, diplômé d'un BPGEPS AF. Donc, AF, c'est des activités de la forme, depuis 2017. Et donc, depuis 2017, j'ai enchaîné pas mal d'expériences où j'ai eu l'occasion de travailler dans différents environnements, dont le milieu associatif et avec différents publics, jusqu'à aujourd'hui. Et depuis le mois de novembre, du coup, j'ai intégré l'équipe de Parcours 59. Et là où un peu plus récemment, on m'a confié du coup cette mission d'encadrement, j'ai envie de dire, sur les créneaux Access. Donc voilà, du coup, je vais en profiter pour rebondir sur la présentation des créneaux Access. Donc Access, comme son nom l'indique, c'est accessibilité. Et donc, la mission, ou plutôt le but de ces créneaux Access, c'est de rendre la pratique du parcours accessible à un plus grand nombre de publics, dont le public porteur de handicap mental, sur lequel on reviendra plus en détail tout à l'heure, car c'était un public qu'on a l'habitude maintenant d'accueillir 4 à 5 fois par semaine, au rythme d'un créneau par jour, avec différents groupes, différents établissements. Et donc, pour apporter un peu plus de précision sur ce que Hugo a dit concernant notre mission. Donc, notre mission consiste en fait à réunir dans un premier temps l'expertise et l'expérience d'un plus grand nombre d'acteurs et de professionnels de l'inclusion. Ils auront l'occasion de se présenter un petit peu plus tard pour revenir sur Justine, Noureddine et Axel, notamment, qui ont tous un profil différent et dont l'élaboration de ce guide, à travers lequel on a posé des sujets qui nous paraissent, nous, essentiels pour être capable et être en capacité d'accueillir ce type de public, pour être efficace, pour apprendre tout simplement à transmettre à ce public avec les caractéristiques qu'il représente et du coup comment on s'adapte du coup à ce type de public. Donc voilà, pour élaborer ce guide, forcément on a fait appel à pas mal de ressources, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, je vais laisser la parole maintenant, redonner la parole à Hugo qui va présenter un petit peu notre méthodologie ou notre stratégie de travail pour avancer sur ce guide. Merci, du coup, Jonathan. Clairement, pour créer ce guide, il nous fallait plusieurs parties prenantes. On est vraiment parti sur une base de créer un outil de partage. Donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir des choses, des idées, des méthodologies, et aussi des contenus, des modèles qu'on pouvait retranscrire et transmettre du coup. Donc du coup, via l'expérience de terrain, notamment de Jonathan, et via les connaissances en santé qu'on pouvait avoir via ce public-là, on a réussi à créer quelque chose. Et donc on a aussi collaboré avec un réseau de professionnels et aussi grâce du coup au travail de recherche, on a rassemblé des savoirs, des caractéristiques de ce public-là qui permettaient aux accompagnants d'avoir des bases en fait pour
ce public-là et comment du coup interagir, proposer quelque chose de la meilleure des façons pour favoriser cette inclusion pour ce public-là. Et donc, du coup, pour ça, on a eu l'aide de collaborateurs, on peut dire ça comme ça, via le public visé, tout simplement, avec les ITEP, les foyers. On a aussi des acteurs de la pratique adaptée, notamment, je pense à Axel, du coup, qui vient de l'UFOLEB, donc des enseignants APA qui sont confrontés tous les jours à ce genre de public. On peut aussi avoir des soutiens, notamment au comité départemental sport adapté, comité départemental sport handicap. Tout ça, ça nous a aidé en fait comment dire, à proposer la meilleure des façons et à proposer des meilleures aides pour ce public-là. Donc, notamment, je pense à nos intervenants d'aujourd'hui. Donc, je vais les laisser un peu se présenter. Je ne sais pas par qui vous voulez commencer. Peut-être on peut commencer du coup par Justine. Oui, bah, du coup, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Justine Maligan. Je suis éducatrice spécialisée en accueil de jour, où j'accompagne des adolescents en difficulté et principalement en situation de décrochage scolaire. J'ai également eu l'opportunité de travailler avec un public en situation de handicap par le passé et du coup, ça m'offre un regard assez complémentaire, j'ai envie de dire, sur les besoins et les dynamiques d'inclusion. Donc, j'ai eu le plaisir de contribuer aussi à ce guide par le biais d'échanges avec certains membres de l'association et aussi par l'observation directe d'une séance Access. Donc voilà, je remercie d'ailleurs Jonathan particulièrement de m'avoir impliqué dans ce projet et à l'association de m'inviter à ce webinaire aujourd'hui. Ok, super. Maintenant, Nouridine, si tu veux bien te présenter. Bonjour à tous. Alors, je me présente Nourdine Hamidi. Je travaille actuellement en tant que conseiller technique fédéral, à savoir que je suis issu d'une licence STAPS-APA. La particularité de la Fédération française de sport adapté, c'est qu'on est spécialisé dans la prise en charge de personnes en situation de handicap mental et psychique. Donc, on a beaucoup de déficits intellectuels, de trisomie 21, de TSA ou troubles neurodéveloppementaux, excusez-moi, comme le TDAH ou autre. À savoir, j'ai aussi eu l'occasion de travailler plusieurs années en structure inclusive dans le domaine sportif, aussi dans les séjours adaptés, ce qui me permet aussi d'avoir une certaine expertise sur le handicap mental et la prise en charge, peu importe l'environnement. Et c'est par rapport au programme Club Inclusif où j'ai pu contribuer à ce projet, à ce webinaire qui a donc permis qu'on soit tous là ensemble. Et c'est un plaisir encore et je vous remercie encore Jonathan pour toutes les rencontres qu'on a pu avoir et les échanges. Et voilà. Ok, merci à toi. Du coup, je vais laisser la main à Axel pour se présenter. C'est le bien. Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Axel, je suis enseignante en activité physique adaptée au sein de l'UFOLEP Nord et je suis actuellement aussi en Master 2, donc STAPS activité physique adaptée, j'effectue mon alternance et j'interviens en fait essentiellement dans la maison sport santé de l'UFOLEP où je propose des programmes d'activité physique adaptée pour des publics variés, donc qui sont quand même souvent en situation de vulnérabilité, comme des personnes âgées, des personnes atteintes de maladies chroniques et aussi des personnes en situation de handicap physique et mental. Donc mon rôle en fait en tant que professionnel APA, c'est d'adapter l'activité à la personne et non l'inverse. Et donc je construis mes séances pour que chacun puisse progresser, se sentir en sécurité et surtout prendre du plaisir, c'est important. Donc j'ai aussi pu assister à une séance Access Parcours. D'ailleurs, je remercie Jonathan et Hugo pour ça et pour leurs échanges et pour leur invitation à ce webinaire. Merci à toi. Du coup, je vais laisser maintenant la main à Jonathan pour la partie un peu le cadre légal, ce qui est aussi sécuritaire.
Super, merci Hugo. Merci Hugo, merci du coup aux intervenants pour votre présentation. Donc du coup maintenant ça va nous permettre d'avancer un petit peu et rentrer, j'ai envie de dire, dans le vif du sujet puisqu'on a posé un petit peu le contexte. Et donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à travers l'élaboration, la création de ce guide avec Hugo, on a voulu, Hugo, les intervenants, nos collaborateurs évidemment, et tous les outils de travail finalement qui nous ont permis d'élaborer ce guide. On a voulu, dans un premier temps, poser des sujets qui nous paraissaient les plus essentiels, les plus indispensables, des sujets sur lesquels on ne peut pas se permettre forcément de passer à côté. Et tout ça, ça passe évidemment par le cadre, et notamment un cadre légal et sécuritaire. Alors, ce n'est pas forcément la partie la plus passionnante, j'ai envie de dire, mais c'est important pour s'assurer que tout le monde puisse travailler, que ce soit dans un cadre légal, encore une fois, ou surtout et aussi sécuritaire, notamment à travers l'importance d'accueillir notre public dans un environnement adapté, sécurisé. Il y a également des éléments aussi qui sont importants et qui doivent être mis à disposition, présentés dès la prise en main de ce public, notamment le certificat médical. Donc, ce n'est pas quelque chose auquel on va penser de manière automatique, j'ai envie de dire, mais pour autant, c'est quelque chose qui est important et qui permet de prendre davantage d'informations pour structurer, pour construire un enseignement qui sera ensuite, du coup, plus adapté. La convention de partenariat, évidemment. Donc, ici, par exemple, je parle pour le document qui va lier un petit peu Parcours 59 aux différentes structures qui interviennent ici pour pratiquer le parcours sur les créneaux Access. Et en dehors de tout ça, et ça, c'est vraiment une observation qu'on s'est fait, qu'on a eu l'occasion de se faire avec Hugo, au-delà de toutes ces informations qu'on a pu aller chercher avec les échanges qu'on a eus avec des experts, notamment comme Nouridine ou encore Justine ou Axel, c'est aussi et surtout les échanges, la communication avec les principales personnes concernées, c'est-à-dire ce public qui vient pratiquer le parcours, finalement leur évolution, les débriefs ou les briefings, même avant séance, et aussi les accompagnants, c'est-à-dire que vous donnez un peu plus d'éléments et tu sais aussi vous projeter sur les séances. C'est-à-dire qu'on n'est jamais amené à encadrer ou à enseigner seul avec ce type de public, mais ils sont toujours accompagnés en fonction des structures de laquelle ils proviennent, que ce soit des éducateurs spécialisés, une fois de plus comme Justine, que ce soit des profs d'apport comme Axel, ou des personnes un peu plus, entre guillemets, qualifiées ou expérimentées, donc des conseillers techniques comme Nouridine, qui nous ont permis vraiment de mettre les choses à plat et de réunir du coup tous les éléments nécessaires avant d'accueillir ce public, de façon, une fois de plus, à les prendre en charge dans un cadre légal et sécuritaire. Voilà, une fois que tout ça s'est posé, une fois qu'on est prêt à accueillir ces publics, il manque plus que du coup à les accueillir. Et du coup, pour parler un peu plus de l'accueil, de la connaissance du public, je vais laisser la parole à Hugo qui va introduire d'abord le sujet avec notamment une fois de plus les éléments qui nous sont parus à nous les plus indispensables. Carrément. Bon, merci à toi. Du coup, pour l'accueil et du coup la connaissance du public, il faut repérer différentes parties. Et effectivement, on parle de 4 piliers, on va dire. On a vraiment un environnement qui doit être adapté parce que bien sûr, l'activité, le sport doit être adapté à ce public-là pour lui permettre d'apprécier son moment tout simplement et comment dire, de réussir à faire à s'améliorer dans un savoir-faire qui est du coup le parcours, et du coup, d'un point de vue comportemental, un savoir-être. Mais il faut aussi que l'environnement soit adapté parce que pour éviter tout simplement les blessures, pour éviter tout ce qui est problème par rapport à l'environnement. Donc, ça peut être des repères visuels, etc. On reviendra de toute façon sur ces points-là. Il y a la bonne posture. On parle bien sûr de la bonne posture vis-à-vis de l'accompagnant, donc de la personne qui accueille, qui rassure, qui est bienveillante envers ce public-là. Définir des objectifs, du coup, donc on parlait de savoir-faire, savoir-être. Là, on en reparlera après aussi. Et aussi, du coup, sensibiliser. Donc là, ça passe aussi par les personnes, non seulement le public, mais aussi ce qui accompagne. Ça peut être même les parents, ce qui tourne autour de ce public-là. Donc voilà, donc je vais laisser d'abord la main à Justine, si elle veut parler de l'accueil et de la connaissance du public en général, ou s'il y a un thème en particulier qu'elle souhaite aborder.
Alors, merci Hugo. C'est vrai que moi, en tant qu'éducatrice spécialisée, je suis assez convaincue que l'accueil qu'on peut proposer peut changer beaucoup. Parce que j'ai mené beaucoup de projets éducatifs en collaboration avec les intervenants extérieurs. Et ça m'a vraiment permis de mesurer l'impact réel sur les jeunes. De manière générale, créer l'environnement rassurant, accessible et adapté, comme le disait très bien Hugo, permet aux jeunes de se sentir vraiment considérés et ça change la donne dans l'engagement qu'il va avoir dans le projet. Et pour ça, je trouve que le premier contact, notamment, est très important. C'est vrai que j'ai pu en échanger beaucoup avec Jonathan. Et notamment, par exemple, l'intérêt de faire visiter les lieux, faire une visite guidée pour diminuer l'anxiété face à l'inconnu. Ça rassure beaucoup aussi. Et notamment pour un public qui présente une déficience intellectuelle, qui a particulièrement besoin d'un cadre clair et d'une ambiance bienveillante où ils ne se sentent pas jugés. Euh, Moi, Jonathan en a aussi parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que pour moi, l'accueil, c'est pas seulement pour le public, c'est aussi pour les accompagnants finalement. Donc les éducateurs, enfin voilà, ceux qui accompagnent les groupes de manière générale. Euh, c'est important que ces accompagnants-là prennent aussi part aux consignes de sécurité, aux règles qui ont été évoquées, pour que tout le monde parle, entre guillemets, le même langage auprès des jeunes. Enfin, voilà, moi, j'observe, de par mon expérience, que c'est beaucoup ça aussi qui fait la différence. Et cette collaboration-là, elle va être essentielle au final tout au long du projet, que ça soit au début, quand on parle voilà, en amont des objectifs qu'on peut se fixer, mais aussi au fur et à mesure des séances pour revoir aussi les objectifs. Parce que je pense que un des points clés, c'est aussi la flexibilité, dans le sens où même si on s'attend à un certain objectif lors de la séance, ben, peut-être que ça va pas se passer comme prévu parce que c'est aussi le public qui nous guide au final. Euh, et, euh, et ce feedback-là entre l'éducateur sportif et l'intervenant, enfin l'accompagnant plutôt, pardon, c'est vraiment essentiel. Euh, c'est aussi rendre visible, je trouve, euh, les progrès, parce que du coup, on fixe les objectifs ensemble et ça permet de valoriser, conforter la valorisation auprès du jeune. Donc voilà, c'est pour ça que moi, j'accorde une importance particulière à prendre ce temps d'échange avec, avec l'éducateur sportif. Et c'est aussi au lieu d'évoquer ben voilà, les difficultés de la séance, c'est aussi se dire comment on peut faire en sorte de pouvoir les valoriser à la prochaine séance. Parce que finalement, avec ce public-là, je pense qu'il faut sortir un petit peu des objectifs traditionnels du coach sportif en allant vers des objectifs d'autonomie, de confiance en soi, d'estime de soi. Et voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est réellement une co-construction dans l'intérêt du jeune, à savoir que du coup, c'est une richesse mutuelle aussi, parce que l'éducateur, il va pouvoir s'en servir aussi sur sa structure à lui. Donc voilà, que ça soit en accueil de jour, sur un terrain de sport ou autre, pour moi, l'accueil, c'est une première étape et une étape primordiale pour poser les bases d'une dynamique de réussite pour chacun des usagers. Euh, alors, je développerai pas trop sur l'importance de la posture parce qu'il me semble que
quelqu'un d'autre doit intervenir là-dessus. Mais ça me semblait essentiel de parler de la neutralité de, de l'accompagnant, du coup, du coach sportif, voilà, celui qui anime la séance Access notamment. Quand je dis neutralité, c'est vraiment garder cette place d'observateur en découvrant le jeune en situation, plutôt qu'à travers le discours justement des éducateurs ou ceux qui l'accompagnent au quotidien, qui bien souvent peuvent poser des étiquettes. Voilà, moi, par exemple, mes jeunes sont en situation de décrochage scolaire et forcément, ils sont un petit peu stigmatisés par rapport à l'école, par rapport à leur échec scolaire. Et cette neutralité-là leur donne la possibilité de se réengager autrement et de retrouver confiance en eux. Et voilà, là, j'exemplifie par rapport à mon public, mais ça marche avec tout le monde. Et c'est important que le jeune se sente reconnu ici et maintenant et qu'il puisse justement montrer autre chose, montrer d'autres réactions, d'autres moyens de communiquer ou juste d'autres capacités, compétences sociales. Donc voilà, ça c'était un point qui était important de mettre en lumière pour moi. Ok, ça marche. Bah, merci à toi. Je vais laisser maintenant la main à Noureddin. Merci. Tout d'abord, je tiens à rebondir sur ce que tu viens de dire, qui est tout à fait juste, sur la notion d'étiquette. Je vais prendre l'exemple des parents, à savoir que l'éducateur, c'est le lien entre voilà, les enfants, les parents et la pratique sportive. Et au sein de cet environnement-là, c'est lui qui doit se montrer capable, compétent, de pouvoir faire développer le jeune. Je m'explique. Tout à l'heure, vous parliez d'étiquette. Ça peut être propre aux éducateurs, mais aussi aux parents. Généralement, les parents peuvent être enclins à retranscrire leur peur et leur crainte sur leur enfant. Ce qui fait que l'enfant ou l'adulte, hein, c'est à tout âge, peut avoir des difficultés à explorer son environnement. Et c'est à l'éducateur de se dire que voilà, on va essayer les choses, de poser, pour pas qu'on laisse le jeune ou l'enfant ou l'adulte s'imposer des limites alors qu'il n'a pas encore essayé. Il faut toujours essayer, voir comment il se développe. C'est pour ça qu'une posture neutre, c'est le top. Ensuite, par rapport à la sensibilisation, de prime abord, la première chose, c'est que l'éducateur sportif doit être à minima sensibilisé aux différents troubles. Pourquoi? Parce qu'il pourrait mal interpréter certains comportements. Un cas très simple, voilà, une personne TSA qui peut se mettre à hurler. Si la personne n'est pas sensibilisée, bah, elle peut interpréter ça à sa manière, par rapport à son référentiel. Comme les jeunes, ce qui fait que l'inclusion peut être compliquée. C'est pour ça que le rôle aussi de l'éducateur sera de rassurer et d'être bienveillant. Quand je parle de rassurer, ça englobe des explications par rapport à certains comportements. Par exemple, lorsque le jeune peut crier, eh ben, il peut expliquer au groupe que le jeune sera amené à crier pour exprimer ses émotions, par exemple. Et aussi leur dire comment réagir. Pourquoi? Parce que là, je parle notamment chez les jeunes, l'apprentissage se fait beaucoup par imitation. Et généralement, les jeunes, si voilà, ils sentent, enfin, une personne crie, ça peut être surprenant, ils peuvent se mettre à rigoler. Et indirectement, peuvent renforcer ce comportement-là. Et c'est à l'éducateur de justement veiller à ce qu'il ne renforce pas les mauvais comportements et au contraire, qu'il en crée des nouveaux. Donc là, c'est le but de l'inclusion, c'est de donner les capacités à une personne en difficulté de se sociabiliser. Donc ça, c'est très, très intéressant et très important. Et surtout aussi sur la notion de sanction. Il y a certaines personnes qui se disent: «Ah, la personne est en situation de handicap, si elle fait les choses, c'est pas de sa faute». Alors, il faut distinguer le handicap du caractère et de la personnalité. Une personne peut être certes en situation de handicap, mais peut aussi mettre en place des stratégies pour avoir ce qu'il veut. Un exemple très simple, il y a quelques jours, je suis intervenu en structure et la personne, pour ne pas faire sport, avait laissé sa douche allumée pour faire croire qu'elle se douchait alors qu'en vérité, il n'y avait rien. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, la personne ne voulait juste pas faire sport.
Donc, c'est ça aussi à prendre en compte. L'éducateur doit aussi être capable de distinguer le bon comportement d'une stratégie et aussi donner les clés aux autres personnes qui sont au sein de l'environnement pour interpréter les choses. Parce que c'est l'inconnu qui fait peur. Si les personnes ils ont un comportement, mais ils ne connaissent pas l'origine et ils ne savent pas comment réagir, c'est là il peut y avoir des craintes. Et s'ils ont des craintes, l'inclusion, elle sera catastrophique. Donc voilà, j'ai essayé de synthétiser un peu le rôle de l'encadrant sur le fait d'être rassurant, bienveillant et ne pas juger le comportement. Et pour revenir sur la notion de sanction, les sanctions sont différentes des punitions, où la punition a volonté de nuire ou autre, ou la sanction a un but pédagogique. Et la sanction peut prendre différents aspects. Donc c'est, par exemple, si on sait que l'enfant, l'adulte ou autre, il aime bien, voilà, il arrive en retard, au lieu de faire 30 minutes de l'activité qu'il aime, on fera que 15 minutes en lui expliquant que, bah voilà, comme il arrive en retard, bon, c'est pas grave, mais on a moins de temps pour faire l'activité. Et l'explication est d'autant plus importante. Et il y avait quoi d'autre aussi? Je regarde. Ouais, explication, interprétation, bienveillant, non-jugement. Et oui, je pense que c'est tout. Je pense que j'ai dit beaucoup et voilà. Ok, bah J'ai super. essayé Bah, d'être assez succinct. ah, mais en plus, c'est des exemples concrets, donc c'est parfait, c'est excellent. Donc, en gros, pour résumer, le bon accueil repose sur vraiment ces facteurs-là. On a parlé d'environnement sécurisant et rassurant, de posture d'accompagnant, du coup, bienveillant et non jugeante. On a parlé de neutralité, d'étiquetage, de stigmatisation. C'est souvent des mots qui reviennent dans les ouvrages scientifiques aussi. Des objectifs clairs et adaptés, du coup. Donc, voilà, ça, ils seront vus en amont précisément entre notamment les structures et les accompagnants. Et du coup, ce travail de sensibilisation qui favorise une compréhension, on va dire, mutuelle. Et voilà, donc c'est par cette approche qu'on peut créer cet environnement du coup inclusif et que l'accueil peut au mieux se passer et favoriser en fait l'engagement de ce public-là. Voilà, maintenant je vais laisser la main à Jonathan pour un peu la présentation de ce public, tout simplement, du handicap mental, très général. Merci Hugo. Et effectivement, pour revenir sur le handicap mental, qui est finalement seulement un terme qui regroupe plusieurs profils, plusieurs caractéristiques, plusieurs troubles, j'ai envie de dire. Et pour reprendre également ce que disait Noureddine sur l'importance d'être sensibilisé du coup sur ces différents profils. C'est ce qu'on a voulu faire aussi. Ça a aussi finalement du coup fait partie de notre travail, notre recherche de travail, en se basant sur le public qu'on avait l'habitude d'accueillir ici. Alors évidemment, l'handicap mental, encore une fois, pour faire large, représente plusieurs troubles, plusieurs déficiences, et nous-mêmes, à travers le public qu'on accueille, ben, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et du coup, comme on a voulu amener ce guide de manière vraiment concrète, ben, on a décidé de se baser sur ce qui ressortait le plus à travers notre public, et notamment la déficience intellectuelle. Donc, à travers cette déficience intellectuelle, eh ben, forcément, on a essayé d'identifier quelles étaient les caractéristiques, quelles étaient les conséquences, quels étaient du coup les moyens pour s'adapter à ce différent public. Et c'est là qu'on a élaboré notre structure de séance sur le terrain en essayant de prendre en compte un petit peu tout ça. Et sur ce même sujet, c'est Axel du coup qui va nous présenter un petit peu sa manière à elle d'intervenir pour répondre à toutes ces caractéristiques, aux problématiques que représente ce public. Donc Axel, si tu veux bien, je te laisse faire la suite. Alors, du coup, pour intervenir sur cette partie, j'ai un peu listé les points qui étaient importants à aborder pour moi en séance avec un public en situation de handicap mental. La première chose que j'ai pu noter, c'est que pour moi, il faut poser un cadre à respecter avec des règles bien claires et précises dès le départ. Donc, par exemple, respecter les tours de parole, respecter les règles de sécurité, etc., etc., tout en prenant en compte, bien sûr, les différents troubles, comme par exemple, Noureddine l'a dit tout à l'heure, un TSA qui crie, c'est pas parce qu'il respecte pas les règles, c'est pas forcément de sa faute, c'est sa façon de s'exprimer. Donc, c'est bien sûr à prendre en compte et il y a des choses qui sont à sanctionner et d'autres non. Voilà. Aussi, moi, j'utilise beaucoup de repères visuels
Ça permet en fait d'identifier certaines choses. Par exemple, les plots jaunes, ils correspondent à tel type d'exercice. Les marques bleues au sol, elles correspondent à tel type d'exercice. Ça permet vraiment d'avoir des repères et de se sentir dans un cadre un peu sécuritaire parce qu'ils aiment bien un peu toujours les mêmes choses, les routines, etc. Et ça permet aussi d'avoir leur attention plus facilement. Aussi, montrer beaucoup les gestes lentement. Je passe beaucoup par le visuel parce que certains ne parlent pas, certains préfèrent les gestes, préfèrent les repères visuels. Et c'est en fait, j'ai remarqué que c'était quand même beaucoup plus simple de passer par des repères visuels, des pictogrammes, des choses comme ça. Ça permet vraiment d'identifier les différents types d'exercices. C'est un public avec lequel je trouve qu'il faut beaucoup répéter, beaucoup expliquer. Parfois, dire les choses une ou deux fois, ça suffit pas. Il faut les dire 5, 6, 8 fois des fois. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et aussi, je mets en place beaucoup de routines. Ça veut dire que, par exemple, les échauffements sont quasiment toujours les mêmes. Et les retours au calme sont quasiment toujours les mêmes aussi. Ça leur permet de comprendre que là, ok, c'est la routine de l'échauffement, on commence la séance. Et la routine de retour au calme, la séance est en train de se finir. Et donc, on apaise un petit peu les choses, euh, on se calme un petit peu. Voilà. Aussi, la bienveillance, c'est un point clé dans les séances. Moi, j'encourage beaucoup, je me focalise beaucoup sur le positif, sur ce qu'ils arrivent, à faire. Ça permet bien évidemment de favoriser la confiance en soi. Et c'est quelque chose de très important dans les séances qui ressortent en fait avec un souvenir positif de la séance, pas en se disant ah ça, j'ai pas réussi à le faire, et vraiment un souvenir négatif. Non, ça, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je reste vraiment sur le positif. Oh, t'as vu, c'est bien, t'as réussi à faire ça aujourd'hui, bravo, je te félicite. Et comme ça, la fois d'après, on peut recommencer quelque chose. Aussi, dans les séances, moi, je prévois toujours des adaptations pour tous mes exercices, que de l'échauffement au retour au calme. Et ce que j'aime bien faire, c'est proposer toujours 3 options par exercice. Une option facile, une option modérée et une option un peu plus difficile. Et la plupart du temps, je leur laisse le choix de l'option qu'ils ont envie de faire. Ça permet de favoriser la prise de décision et aussi la confiance en soi. Et si pour des raisons de sécurité, on a envie de plus s'orienter sur une option, on dit un tel, moi je te conseille plus de faire celle-là. Et puis si tu y arrives, on passera à l'option plus difficile, il n'y a pas de problème. Et donc, la finalité de ces séances, c'est d'atteindre un objectif. Donc ça dépend, hein, confiance en soi, favoriser la confiance en soi, favoriser la prise de décision, etc. Et pour savoir si on a réussi à atteindre l'objectif, généralement, on évalue avec des tests. Donc ça, les tests se différencient en fonction de l'objectif. Si c'est un objectif de condition physique, il y a des tests de condition physique. Si c'est un objectif plutôt cognitif, il y a des tests cognitifs. Voilà, c'est à voir en fonction des objectifs. Voilà. Merci. Ok, merci beaucoup, c'est super. Donc, pour rebondir un peu sur la structure de séance, donc comme l'a dit si bien Axel, il faut du coup la rendre adaptée. Nous, on prend par exemple l'exemple de de la discipline qui se fait ici, donc le parcours. Tout doit être adapté parce qu'on pense tout de suite à parcours, on se dit tout de suite que c'est un peu compliqué, peut-être pour un public qui n'a pas forcément toutes les capacités requises pour pouvoir faire vraiment le savoir-faire de cette activité, alors que tout simplement, on peut l'adapter pour, du coup, comme l'a dit Axel, permettre de créer, de réussir des objectifs, notamment la confiance en soi, notamment la cohésion d'équipe. Enfin, il y a tellement d'objectifs qui peuvent être vus en amont par les intervenants, les accompagnants via ce public-là. Donc, je voulais rebondir surtout sur la structure de séance. Donc, comme l'a dit si bien Axel, il y a une partie échauffement, une partie retour au calme qui est souvent un peu sous forme de routine, donc qui est un peu toujours la même. L'idée est vraiment de leur donner un cadre, donc qui a une fin et du coup un début à l'activité. Et au milieu de tout ça, de l'activité, donc forcément, elle sera adaptée en fonction du sport que vous souhaitez pratiquer, en fonction du handicap qui est en face. Mais pour nous, pour le parcours, on a décidé de partir sur une partie un peu technique au début, après l'échauffement,
où en fait, on va, ce savoir-faire du parcours, notamment un geste technique, ça peut être un saut de choc comme une position, enfin voilà, qu'on met en avant dans un premier temps, qu'on essaie de faire répéter pour justement introduire ce savoir-faire. Et du coup, d'une certaine manière, leur permettre d'acquérir quelque chose de cette activité-là. Et par la suite, après, on pourra du coup donner cet aspect ludique, comme les intervenants ont dit, qui est très important dans une séance avec ce public-là. Cet aspect ludique, il faut qu'il s'amuse, il faut qu'il s'entraîne, il faut qu'il passe un bon moment avec nous. Du coup, la partie, juste après la partie technique, entre guillemets, ça sera vraiment une mise en situation ou une mise en situation via un jeu, en fait. Et donc, du coup, cet aspect un peu ludique est mis en avant et en même temps, on travaille le savoir-faire qu'on a travaillé précédemment. Et l'idée, du coup, c'est mettre en avant aussi ce savoir-être, du coup, le comportement qu'on veut amener, la partie un peu plus importante peut-être pour ce public-là, pour leur permettre de s'améliorer tout simplement et de passer un bon moment avec nous. Et donc, du coup, il y a ce retour au calme qui est mis en avant. C'est là où on peut aussi recueillir des feedbacks, comme l'a dit Justine, des moments où aussi, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, qu'est-ce qui est important de faire, est-ce qu'ils souhaitent faire autre chose en particulier. Enfin voilà, après, il y a tous ces items d'évaluation qu'on mettra en amont, qu'on mettra en place aussi avec les accompagnants. Donc, ça peut être d'un point de vue social, d'un point de vue de la communication, de l'autonomie, ou même du coup physique. La motricité aussi, peut-être une variable importante, l'équilibre, la coordination, c'est des choses qui peuvent être importantes à mettre en place, à améliorer pour ce public-là. Et donc, par la suite, du coup, il y aura forcément, ce qui peut être bien, c'est un suivi via les établissements. Donc, si on met un programme, je ne sais pas, de quelques séances, et que vers la fin, après, on leur propose, ça peut être un road trip ou comment dire, un événement particulier, ça peut être une petite compétition, des rencontres entre groupes. L'idée, c'est vraiment d'avoir une finalité après ce programme, en fait, ces séances-là qu'on va proposer à ce public-là pour leur garder un très bon souvenir, tout simplement, et pour qu'ils passent vraiment du point où ils découvrent une activité à quelque chose qu'ils apprécient, qu'ils passent un bon moment avec nous, et en fait, c'est par ça qu'on pourra favoriser du coup l'inclusion de ce public-là. Voilà. Du coup, je pense qu'on passe au niveau des vidéos. Ouais, si tu me permets, je vais bien prendre la main. Merci Hugo, du coup. Alors, l'idée des vidéos, il y en a très peu, malheureusement, parce que bon, j'ai moi-même présenté tout à l'heure le cadre et l'aspect légal et sécuritaire qui est à respecter aussi. Et forcément, il y a cette histoire de droit à l'image qui ne nous a pas permis d'avoir autant de contenu qu'on aurait voulu souhaiter avoir. Donc, mais avec le peu, finalement, qu'on a réussi à avoir, on a quand même su faire un tri et dans l'idée de pouvoir imager un peu finalement tous les propos qui ont été mis en avant là dans ce guide et donc du coup dans ce webinaire, notamment sur l'importance, et je reviens là sur les propos d'Axel, de proposer des variantes, jusqu'à 3 variantes, même parfois minimum par exercice, pour éviter la frustration, pour que chacun finalement puisse y trouver le niveau qui lui correspond. Et on le verra sur une autre vidéo encore. Axel a parlé de prise d'autonomie notamment. Donc, je ne sais pas si on peut relancer un petit peu la vidéo, comme ça. Donc là, ça vous permet de voir un petit peu sur les différents plans. Donc là, la première vidéo du coup qui apparaît en plusieurs parties, c'est sur un jeu. Voilà, donc Hugo a présenté un petit peu notre structure de séance à l'instant. Et à travers ce jeu, ce qu'on a voulu mettre en avant, justement, une fois de plus, comme Axel le disait, c'est la prise de décision, l'autonomie. Donc on va voir qu'à arriver à un certain niveau, en fait, Hugo a le choix. Là, ça me permet de mettre en avant aussi les fameux repères visuels. On voit la différence de couleurs et des coupelles. Et là, Hugo qui se grasse la tête et finalement, alors je reviens aussi sur l'importance de la posture du coach à ce moment-là qui ne doit surtout pas forcément donner d'indication
pour favoriser une fois de plus cette prise d'autonomie. Donc voilà, pour Hugo, ça a été un jeu réussi finalement parce qu'il était complètement autonome sur ce jeu-là. C'est pas toujours le cas forcément sur le terrain avec le public avec lequel on accueille, mais c'est un souhait de travailler en fait cet aspect-là. Et là, je veux revenir sur quelque chose qui est important aussi. On en a tous parlé un petit peu à un moment donné, c'est l'importance de définir des objectifs. C'est-à-dire en tant qu'éducateur sportif sur le terrain, on a tendance à se focaliser finalement plus sur un savoir-faire. Donc je reprends l'exemple du parcours ici, avec des gestes techniques comme le saut de précision, le saut de chat, le travail de suspension, les sauts de détente, etc. Les jeux d'équilibre qu'on verra juste après aussi sur une vidéo assez courte. Et en fait, c'est très bien, c'est important et on le sait tous, que ce soit les professeurs d'APA, que ce soit les éducateurs spécialisés, que l'activité physique a que des bienfaits moteurs et physiques pour ce public-là. Et c'est la raison principale pour laquelle ils pratiquent une activité physique. Mais on parle aussi beaucoup de ce que attend finalement, que ce soit les accompagnants, que ce soit les parents, que ce soit les pratiquants, que ce soit les éducateurs, des séances. C'est-à-dire, on parle aussi finalement de l'importance que ça puisse développer un peu leur relationnel, la communication, l'entraide, l'esprit d'équipe, la confiance en soi. Savent que même si on le sait et que c'est des choses qui se développent un peu naturellement, c'est des choses que parfois on a du mal à mettre en avant de manière concrète. Voilà, ça se fait naturellement une fois de plus, mais comment le concrétiser? C'est pour ça qu'avec Hugo aussi, on a souligné un peu cet aspect-là dans notre structure de séance à travers les jeux, où justement l'objectif de ces jeux, c'est de valoriser cet aspect-là, et en même temps, ça tombe bien parce que c'est l'une des expertises de Parcours 59 à travers un outil qu'on appelle le sociosport. Et j'espère d'ailleurs que ça fera et sans doute partie d'un futur webinaire sur lequel on pourra approfondir le sujet. Mais l'intérêt du coup de cet outil et du sociosport, c'est justement de savoir valoriser ces compétences qu'on appelle compétences sociales ou compétences comportementales, ou tout simplement savoir être, j'ai envie de dire, comme la communication, l'entraide ou tous les exemples que je viens de citer, de façon à ce que ça a plus d'impact et que ça devienne même, pourquoi pas, un objectif principal de séance. Donc voilà ce qu'on a voulu démontrer à travers ces premières vidéos. On peut passer peut-être aux vidéos suivantes. Ah, parfait, super. Ouais, c'est exactement ça. Alors, ça arrive dans quelques secondes. Voilà. Et là, de manière très simple, eh ben, on va avoir un exercice, des repères visuels, évidemment, toujours avec un point de départ, un point d'arrivée, mais aussi et surtout 3 manières de faire différentes. Donc, c'est finalement 3 niveaux différents pour s'assurer une fois de plus que chaque pratiquant, finalement, va pouvoir y trouver son bonheur, j'ai envie de dire, ou surtout sa réussite. Voilà, que personne reste sur un échec, que tout le monde soit en situation de réussite, comme le disait aussi tout à l'heure Axel, et Justine et Nouridine encore, avec cette importance de valoriser, d'être bienveillant, les mettre en réussite pour développer aussi cet aspect confiance en soi. Donc voilà pour les quelques images qu'on avait à vous montrer. Alors il y en a d'autres, en toute franchise, on va les mettre comme ça me permettra aussi d'imaginer un petit peu aussi ce que c'est ou ce que ça représente le parcours. Donc, sur celle de gauche, finalement, là, on a un parcours très simple où l'objectif des participants, c'est de partir d'un point A pour atteindre un point B en franchissant les obstacles sans toucher le sol. Bon, ce n'est pas toujours une réussite, forcément, mais l'objectif y est. Alors que sur la droite, là, on touche à une autre discipline du parcours qu'on appelle le tiestag. Donc, c'est la partie un peu plus compétition. Et d'ailleurs, le groupe que vous voyez sur la vidéo de droite, dans ce fameux groupe, il y a quelques participants qui ont eu la chance de participer à un événement où ils ont du coup l'occasion de faire leur première compétition du tiestag. Donc pour que vous puissiez vous projeter un petit peu, le tiestag, en fait, c'est un peu un jeu, le jeu du chat à la souris, quelque chose que vous avez déjà peut-être vu d'ailleurs à la télévision comme à l'équipe 21, parce que c'est une discipline qui est reconnue, et on a même, nous, dans nos locaux de Parcours 59, du coup, des vice-champions du monde de cette discipline. Donc voilà, même si ça paraît être, là aussi, encore une fois, une discipline pas forcément accessible à tous, eh ben, nous, on est capable, ou en tout cas, on fait en sorte d'être capable de la rendre accessible à tout public, d'où cette vidéo où c'est notre public du coup qui pratique un peu le chess-tag, qui est l'une des disciplines associées, on va dire, du parcours. Voilà pour les petites images. Donc, la suite de ce webinaire, si je ne me trompe pas, c'est le temps d'échange. Donc, il est temps de répondre aux questions s'il y en a. Donc, pour ça, je vais laisser la main à Justine. Tout à fait. Merci pour tous ces échanges et pour vos interventions à chacun et chacune.
C'était super intéressant. Moi qui suis à parcours, j'en apprends aussi beaucoup de vos expertises, de vos projets, donc c'est super intéressant. Est-ce que vous avez des questions? Là, j'en vois pas dans la conversation de la réunion, mais est-ce que des personnes souhaitent poser leurs questions? N'hésitez pas à lever la main dans ces cas-là, comme ça on verra qui souhaite poser des questions. Enfin, lever la main, il y a, il y a un petit onglet lever la main, parce que si vous levez la main comme ça, on ne vous verra pas forcément. Je préfère préciser. Ok, alors on a une personne. Tu peux allumer ton micro. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule personne. Là, je ne vois qu'une personne privée. Donc, je te laisse poser ta question directement. Bonjour. Ouais, bonjour. C'était à mon tour parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui avaient levé la main. Ok. Abderrahim, ouais, du coup, Donc, vous entendez mieux? Très bien. Oui, donc oui, j'avais une question. C'était, en fait, je l'avais mise sur la conversation. C'est par rapport au dispositif que vous mettez en place et quel partenariat ou collaboration pour mettre en place des projets sportifs inclusifs comme chez Parcours 59 avec le dispositif Accès Parcours. Alors, qui souhaite répondre? Alors, est-ce que tu peux reprendre ta question? En fait, je demandais quel type de partenariat ou de collaboration vous mettez en place des projets sportifs inclusifs. Alors, c'est assez vague comme question, j'ai envie de dire. Si on reste sur le sujet du webinaire et notamment des séances Access, donc forcément, c'est des prestations. Et il y a d'ailleurs pour ça des conventions, hein, du coup, euh, de partenariat avec le prestataire et notamment les personnes qui viennent profiter, entre guillemets, des séances. Et là, ça dépend, j'ai envie de dire, du public ciblé, mais en ce qui nous concerne, notamment, on y retrouve des établissements comme les ITEP, les EHPAD, tout un tas d'établissements qui sont d'ailleurs présentés lors du guide. Et en fait, souvent, cette démarche, elle fait suite aux besoins finalement de ces structures de faire participer leur public à une activité qui sort un peu, j'ai envie de dire, du commun à travers le parcours, qui est clairement pas un sport aussi, par exemple, populaire que le football et qui a pour autant, voire plus pour certaines personnes de valeur. Donc voilà, là pour le coup, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question ou si quelqu'un peut compléter derrière moi. Mais en attendant, en ce qui concerne l'Access, voilà, c'est des conventions de partenariat dans le but de répondre à une demande sous forme de prestation. Et ça se fait pour plusieurs structures. Ça peut également être fait avec une structure sur tout ce qu'il y a à l'insertion professionnelle. Enfin, d'ailleurs, je vois une question, c'était par rapport à l'insertion pro. Par exemple, des jeunes qui sont en difficulté, qui sont en décrochage ou tout type, ou ça peut aussi concerner d'autres publics où ils ont besoin de travailler certains aspects en termes de savoir-être ou de soft skills. Ça peut être par exemple dans les centres sociaux aussi. Bien sûr. Oui, bien sûr, complètement. Alors là, on touche à un autre sujet, du coup, et encore une fois, je pense que ça fera partie d'un sujet qui sera évoqué lors de futurs webinaires. Mais oui, complètement. Et je dirais même qu'une fois de plus, c'est même notre expertise, cet aspect-là, à travers l'outil qu'on appelle, nous, le sociosport, qui nous permet, à travers nos séances de parcours, finalement, de se baser sur des objectifs comportementaux plutôt que sur des objectifs physiques. Donc, on accompagne même au quotidien des jeunes, que ce soit dans le cadre de l'insertion, un peu comme tu dis, ou alors des centres sociaux, à partir du moment où il y a une attente qui correspond finalement à notre expertise. Donc, ouais, tout ça, c'est possible. Et d'ailleurs, si tu veux que je réponde à tes questions de manière plus en détail, tu n'hésites pas tout simplement à revenir vers nous ou vers moi en privé. Mais effectivement, ça fait partie des activités que Parcours propose à travers notre expertise dans le sociosport. Ça marche. Et Après, oui, voilà.
globalement. Non, il n'y a pas de souci, vous avez répondu globalement à la question. Vous avez même fait le tour sur donner des exemples qui étaient même très intéressants là-dessus. Et je disais aussi, par exemple, lorsque le jeune devient de plus en plus autonome, vraiment, il passe ce cap-là, il y a quand même un accompagnement, une certaine durée d'accompagnement post. Bah, disons que la porte, elle lui sera toujours ouverte, évidemment. Alors, je réponds forcément avec tes questions parce que c'est un sujet qui nous concerne aussi au quotidien, même si pour moi, on s'éloigne un petit peu de l'access, du coup. Mais effectivement, c'est-à-dire tous les jeunes qu'on accompagne, finalement, déjà, il n'y a pas de durée d'engagement limitée. Alors, il y a une durée d'engagement souhaitée de la part du jeune parce que nous, ça le pousse aussi à se projeter dans un certain engagement. C'est-à-dire que clairement, un jeune qui veut se faire accompagner et qui nous dit, bah voilà, moi, je vais me faire accompagner pendant 2 ans, bon, clairement, ça nous donne un peu une indication sur sa volonté ou sa détermination, j'ai envie de dire, à s'en sortir. Mais sinon, nos accompagnements prennent fin en fait à partir du moment où le jeune est en sortie, ce qu'on appelle en sortie positive, que ce soit par la reprise d'une formation ou le fait d'avoir trouvé un travail. Mais une fois même que cette étape-là est acquise, j'ai envie de dire, parce que pour le coup, c'est une réussite, c'est un peu la finalité de l'accompagnement. Évidemment que ce jeune sera toujours le bienvenu dans nos locaux pour faire sport avec nous, ce qui nous permet d'aller bien au-delà de son accompagnement personnel, mais aussi, pourquoi pas, de partager sa propre expérience avec d'autres jeunes qui viendraient débuter leur accompagnement chez nous. Merci. Alors, je vais pouvoir passer la main à Nadia pour sa question, si elle est… Ouais, je te laisse. Ouais, je vous remercie. Merci, Nadia. Merci pour votre intervention et pour cette invitation au niveau de la présentation de Parcours 59. Alors, je me présente, Nadia Essadi, conseillère expert handicap, équipe emploi France Travail à l'agence de Roubaix Centre. Et en fait, c'était la deuxième question qui a été abordée concernant l'insertion professionnelle. En fait, vous avez répondu en partie. Je pense qu'il y aurait possibilité justement de prévoir des projets sportifs forcément pour le public TH autour de l'inclusivité et vers l'insertion professionnelle. Il y aurait possibilité en fait de pouvoir vous solliciter par rapport à ça, par exemple pour des préparations à des recrutements ou autres. Bon, évidemment, je pense, alors je sais pas si c'est à moi de répondre à cette question, mais ça me paraît en tout cas évident que oui, c'est-à-dire qu'à travers notre volonté de développer ce pôle de manière générale inclusif, si j'ai envie de dire, donc il y a cet aspect insertion, que ce soit avec un public de jeunes en difficulté ou un public en situation de handicap. Donc oui, évidemment, après, forcément, tout projet sportif, j'imagine, se doit d'être examiné, évalué, discuté en interne avant d'envisager quoi que ce soit, mais ça répond complètement finalement à notre démarche et à notre développement dans le cadre de l'inclusion, oui. D'accord, parce qu'on a des actions ciblées aussi, je pense que vous le savez, par exemple du stade vers l'emploi. Il y a aussi des recrutements qui sont établis en mise en situation sur un cadre de présentation à thématique sportive, en fait, pour pouvoir justement proposer, faciliter et favoriser en fait cette inclusion. Je pense que ça peut parfaitement correspondre aussi en termes ben, d'aborder en fait le sociosport au niveau des préparations, en tous les cas au recrutement. Ce dont vous nous avez fait part au niveau de votre travail, les approches que vous avez aussi par rapport en fait aux compositions et au niveau des structures même des séances de préparation et surtout cette volonté de ne pas exclure en fait et de ne pas frustrer en fait les personnes, ça correspond aussi directement à notre travail aussi à France Travail pour favoriser en fait ce recrutement et l'inclusion des personnes en situation de handicap, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Donc ça peut effectivement nous intéresser aussi en ce sens, de ce côté-là. Vous vous y retrouvez? Tout à fait. Alors, je vois que notre directeur Julien Dubois souhaite
potentiellement répondre à Nadia. Effectivement, c'est un sujet qu'on abordera lors d'un second webinaire, tout ce qui est insertion professionnelle. Je vous donne l'information juste après. On a mis le calendrier de nos webinaires. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais c'est d'ici quelques mois, donc c'est vraiment très proche. Et de toute façon, si besoin, n'hésitez pas à contacter notre pôle insertion qui saura aussi vous accompagner et pouvoir vous donner des réponses beaucoup plus précises. Pareil, je vous ai laissé le mail de la personne qui est en charge, qui coordonne le pôle insertion, mais je laisse la parole à notre directeur. Oui, Merci. bonjour à tous et merci déjà aux intervenants, qui, notamment Jonathan, Hugo, qui ont préparé bien comme il faut ce webinaire. Ça fait de longs mois, ils sont sur le sujet, donc félicitations pour ce résultat. Vous parliez aussi du guide, Jonathan, Hugo, et je pense que le guide sera aussi transmis, mis à disposition du grand nombre, puisque là, on a survolé un peu les sujets, mais il y a beaucoup de choses dans le guide qui sont hyper pertinentes, hyper intéressantes et à partager à tous. Peut-être pour rapidement par rapport à Nadia, vous êtes de l'agence de Roubaix, Nadia? Oui, Roubaix Centre. Ok. Ben, on a déjà vu des collègues à vous qui sont référencés sur les clubs sportifs engagés. Donc, on avait parlé effectivement de Stade vers l'emploi, donc on pourra aussi échanger sur la thématique Stade vers l'emploi avec la question du handicap principalement. Et puis, on vous invite à venir à Parcours voir directement les lieux. Si vous êtes jamais venu, ça sera encore plus parlant. Avec plaisir. En tout cas, nous, on est totalement ouverts à cette question-là. Peut-être pour compléter juste la question de l'access, on a beaucoup fait un focus sur l'accompagnement des publics en situation de handicap, et notamment handicap mentaux, qui est une particularité que nous, on mène ici à Parcours depuis quasiment une dizaine d'années. Donc, on accompagne ces publics-là depuis quasiment une dizaine d'années. Néanmoins, on a aussi d'autres publics. On a commencé à travailler avec des publics aussi en situation de handicap moteur, avec notamment l'APF France Handicap. Donc, on a fait des sessions aussi avec des personnes en fauteuil. Donc, c'était aussi assez intéressant. Et de manière générale, la question de l'accessibilité, elle se pose aussi sur d'autres types de publics qu'on dit accompagnés. Pour nous, qui peuvent être aussi des publics de la protection de l'enfance, troubles du comportement, troubles de l'attention. Enfin, c'est assez large en fin de compte. C'est plutôt de dire, bah voilà, on laisse personne sur le côté. D'ailleurs, même le public senior, puisque on travaille aussi sur ces questions-là, notamment avec le CCAS. Donc, accessibilité, pas forcément en stigmatisant une problématique en particulier, mais en disant bah, là, accessible à tous. C'est vraiment ça, hein, le prisme de notre programme Accès de Parcours. De manière très, très, très. Alors, c'est vrai qu'on a fait un focus là, mais voilà. Si vous êtes intéressé par des témoignages, puisque l'idée de départ du webinaire, c'était aussi d'avoir des témoignages, mais vous imaginez que ce n'est pas évident d'avoir aussi des témoignages de personnes en situation de handicap qui participent à un webinaire. Néanmoins, on a fait aussi un petit reportage, Justine pourra peut-être le mettre aussi en lien compte rendu du webinaire qui s'appelle justement Access Parcours, qui est en deux versions, une version courte et une version un peu plus longue, et qui pour le coup, je crois que c'est une des premières vidéos que j'ai vues quand je suis arrivé ici à Parcours, et c'était hyper intéressant si vous voulez vraiment comprendre ce que ça provoque chez les personnes qui participent depuis plusieurs années en fin de compte à ce programme-là. C'est vraiment très, très intéressant d'un point de vue, en plus on l'a dit tout à l'heure, d'un point de vue de la personne elle-même, mais aussi de l'éducateur qui accompagne le groupe. C'est absolument hyper intéressant à regarder. Voilà, c'est les éléments que je voulais partager. Il y a peut-être aussi la question, on a parlé de la posture, de l'accompagnement et de l'adaptation des activités, des ateliers. Il y a Jonathan, on a parlé un petit peu, en tout cas Hugo et Jonathan, on a parlé un petit peu de la question aussi des repères visuels, mais on est aussi potentiellement en train de questionner sur la question du matériel en lui-même, de voir comment est-ce qu'il peut être aussi à terme adapté à un public accompagné. Donc c'est un gros programme que nous on a vocation à porter pour encore quelques années et qu'on espère qu'il sera aussi soutenu financièrement par
par l'État très très prochainement. Donc voilà, on croise les doigts pour qu'on puisse avancer sur ces sujets et qu'on puisse aussi pourquoi pas les imaginer justement autour de l'action de l'insertion sociale professionnelle, comme vous disiez tout à l'heure, Abderrahim et Nadia, mais aussi potentiellement sur la question de la mobilité. Je ne sais plus qui a parlé de la question de la mobilité, potentiellement avec des publics aussi en situation de handicap, la question d'organiser des temps en vélo, en road trip ou autre. Ça pourrait être hyper intéressant. Donc nous, on est plutôt ouvert à tout de base. Maintenant, après, il faut effectivement rapprocher la question de la sécurité, de l'encadrement des publics, faire très très attention à ça. Et puis, tout ce qui a été dit dans le webinaire par tous les intervenants, ce qui était très très intéressant. Merci encore. Alors, on va clôturer. Il y a une autre participation, mais on va clôturer le temps d'échange. Je ne vois pas d'autres mains levées. Donc, a priori, on est bon. Donc, effectivement, je reviens sur ce que Julien a aussi partagé à l'instant. Effectivement, le guide dont on a parlé tout au long de ce webinaire sera partagé. Là, pour le moment, il est en mise en page. Il est en train d'être mis en page, pardon, excusez-moi. Donc, il ne sera pas accessible tout de suite. D'ici la fin mai, on prévoit du coup le partage de ce document. Donc, ça ne saurait tarder. Pour le reste, du coup, on a, donc, comme je vous disais, tout le webinaire a été enregistré en vidéo. Donc, on va pouvoir le mettre dès cet après-midi, voire demain ou plus tard, sur notre chaîne YouTube. On met aussi en place des podcasts où, du coup, ce sera des interventions, enfin des échanges individuels avec chacun et chacune des intervenants et potentiellement aussi d'autres partenaires avec qui on travaille. Et aussi, on recherche à faire des temps d'échange potentiellement aussi avec des participants et participantes du coup, de notre programme Access Parcours. Donc voilà, c'est des choses qui vont pouvoir enrichir aussi les débats qu'on a eu, enfin les échanges qu'on a eu aujourd'hui. Donc vous serez tenus au courant de tout ça sur les semaines à venir. Là, ça va arriver courant mai. Donc le guide, comme je vous disais, sera partagé et effectivement les témoignages, le reportage dont Julien a parlé aussi, c'est quelque chose que je vous partagerai avec la retransmission vidéo donc, du webinaire, plus le PowerPoint que l'on diffuse en même temps. Dans ce PowerPoint, du coup, ça me permet de faire une petite transition sur nos prochains webinaires. Donc ça, c'est aussi des choses que vous aurez en information. Qu'on vous partage. Donc, alors, la question du sociosport. Vous pouvez déjà noter la date du 29 juillet, si ça vous intéresse, si c'est effectivement une thématique qui vous intéresse. Après, effectivement, on a d'autres thématiques qu'on abordera. Comme vous le voyez, ce n'est pas notre premier webinaire, on est actuellement au 3e webinaire. On en a eu 2 autres, donc sur le Chestack pour tous et la mobilité road trip à vélo. Pareil, donc tous les enregistrements vidéo sont sur notre chaîne YouTube et pareil, les podcasts sont accessibles sur beaucoup de plateformes, il y en a au moins 5 ou 6. Donc pareil, il y a le lien, vous pourrez vous y retrouver facilement. Et effectivement, on vous donne déjà rendez-vous sur notre prochain webinaire qui est le mois prochain sur financer son projet socio-sportif. Donc, vous pouvez déjà noter aussi pareil cette date, ainsi que les prochaines, pour nous soutenir et pour en savoir plus sur ces sujets-là. Pareil, ce sera des informations qu'on vous communiquera au fur et à mesure. Et enfin, comme je vous disais, Nadia, on a aussi indiqué les contacts des personnes. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, autant sur le programme insertion, donc ce sera notre collègue Kevin qui s'occupe du pôle insertion, qui pourra vous en dire plus aussi sur nos différentes activités, etc. Et puis les différents contacts si besoin. Voilà, pour venir. Je pense qu'on va pouvoir clôturer, donc on a un petit peu débordé, mais c'était très intéressant et c'est ça qui complète aussi les échanges. Je vous remercie en tout cas à toutes et à tous d'avoir participé, autant les intervenants et intervenantes, mes collègues, ainsi que le soutien de toutes les personnes qui gravitent autour de Parcours 59. Donc, je vous souhaite, à moins que l'arbitre ait envie de dire un dernier mot pour
pour clôturer. Mais en tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée, très bel après-midi. Et je vous donne rendez-vous du coup pour le mois prochain, pour notre prochain webinaire. Merci. Bon après-midi. Merci. Merci aux Au revoir. intervenants. Au revoir. Au revoir. Au revoir.